Voilà, merci beaucoup d'être là, merci d'être resté. On va poursuivre, je le dis toujours, en fait, je fais des promesses et je les applique jamais, je suis un peu comme les politiques en réalité. Voilà, on continue donc cet atelier sur la diversité dans les rédactions. Nous avons reçu il y a quelques instants, donc depuis le début de cette matinée, donc les étudiants finalement, les jeunes générations, enfin la jeune génération donc qui a intégré bon an mal an le marché du travail. Et donc nous recevons dans la foulée donc les acteurs, les institutionnels, les gens qui évidemment depuis quelques années portent cette question d'une manière précise, claire, avec l'installation de dispositifs concrets. Donc c'est un débat qui va de toute façon s'orienter vers, avec des praticiens, des gens qui auront de toute façon non seulement des anecdotes à nous raconter, mais surtout des chiffres et des enseignements tirés évidemment de leurs expériences. Ils pourront, et ils le savent, reprendre un certain nombre de choses qui auraient été dites ou développées en amont pour pouvoir leur donner peut-être une perspective plus concrète. Le cahier des charges est le même, hein. On va faire un tour de table, une petite présentation rapide, l'état d'esprit des uns et des autres, puisque voilà, par exemple la chance qui est représentée ici fête son 15e anniversaire, donc c'est aussi un moment important, donc c'est d'ailleurs le 15e anniversaire aussi des assises, donc comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Et puis après, donc je poserai quelques questions et on fera tourner un micro, puisqu'on a en fait en réalité un micro sans fil, donc du coup on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus pour avoir d'autres questions. Donc, et ce qui serait aussi peut-être intéressant, c'est que bon, moi je suis un peu un acteur engagé sur ces questions, donc parfois j'ai un peu des œillères. Et ce qui est important et intéressant avec votre présence aussi, c'est peut-être parfois de poser vos propres questions vues de l'extérieur avec la distance nécessaire, et donc de façon à rendre ce moment un peu plus interactif et forcément plus intéressant. Voilà, nous avons invité Rachel Berthoud, qui est la responsable donc de la prépa égalité des chances de l'ESJ Lille, l'ESJ Bondy Blog. Voilà, Pascal Collisson, qui est professeur, qui est une historique en fait sur ces questions. Hein. L'IPJ travaille sur ces questions depuis très longtemps. Vous êtes chargé de mission, ma chère Pascal, sur l'égalité et la lutte contre les discriminations à l'IPJ. Je sais aussi que vous êtes en train de travailler donc sur une thèse, et donc vous allez évidemment nous donner quelques éléments d'information. David Eloi est avec nous. David Eloi, vous êtes co-directeur de l'EMI-CFD. Pardon, David, vous êtes là. Marc Epstein, vous êtes, je dis Epstein, je dis ou Epstein, comme je veux. Président de la chance. Président de la chance. Voilà. La chance, pour rappeler peut-être, c'est l'émanation donc les anciens du CFJ Paris. On est d'accord? D'anciens. Voilà, alors ne nous expliquez pas toute l'histoire, mais c'est juste pour dire, voilà, puisqu'on parle de la prépa de l'ESJ Bondy Blog. Et puis Maxime Lefébure, donc chargé de mission à la DRH, ressources humaines de Mediapart. Alors, il y a un point qui a été mis ce matin par les anciens étudiants, donc les jeunes générations, c'est évidemment l'absence donc de représentants de médias, quelque chose qu'on va corriger rapidement, puisque nous en avons parlé avec Marc Mentré tout à l'heure entre les deux plateaux. Et donc l'année prochaine, dans le cadre des assises, nous irons avec cette idée qu'il faut absolument aussi peut-être qu'à l'intérieur des panels et peut-être dans le public, les rédacteurs en chef qui ont été pointés du doigt ce matin puissent aussi être là, non pas parce que c'est un tribunal, mais c'est parce qu'il faut aussi, à un moment donné, entendre directement les témoignages des uns et des autres. On va tout de suite donner la parole à Rachel Berthoud sur le dispositif donc, de la prépa égalité des chances ESJ Lille Bondy Blog. Quelques mots, Rachel, si vous voulez bien, sur ce dispositif, quelques enseignements, quelques chiffres, la situation aujourd'hui de cette expérience, de ce pari en réalité qui est devenu aujourd'hui quelque chose qui est récurrent au sein de la stratégie donc, de cette école. La prépa égalité des chances est née en 2009, donc on a 13 ans, on est un peu plus jeune que la chance. Elle a été créée par le Bondy Blog et l'ESJ Lille suite à ce même constat qu'avait fait la chance de la nécessité d'avoir de la diversité sociale. Dans les médias, on insiste beaucoup sur ce terme, parce qu'au départ, la prépa égalité des chances s'appelait la prépa diversité. Et on a changé le nom parce que la diversité, elle est diverse justement, et on a effectivement des représentations donc avec des journalistes racisés, mais pas que, le handicap, et ils ont un point commun, tous ces bénéficiaires, c'est qu'ils sont boursiers et donc issus de milieux sociaux modestes. Et ça, c'est important pour nous de le souligner. On parlait de légitimité tout à l'heure, je regardais Émilie, voilà, et d'autres bénéficiaires qui se sentaient illégitimes parce que blancs.
dans les rédactions et se disaient tiens, mon média ne m'a pas identifié, et tant mieux, hein, comme bénéficiaire de ces dispositifs, justement parce que je ne suis pas colorée, pardon du terme, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc on tenait beaucoup à cette diversité sociale et on a changé notre nom pour devenir Prépa Égalité des chances, et c'est important pour moi de le souligner ici. Des chiffres, on a moins de bénéficiaires, et ça c'est historique aussi. On a décidé d'avoir 20 à 25 bénéficiaires chaque année. Sur les 200 étudiants qui sont sortis des 10 premières promos et qui sont sortis d'école entre 2011 et 2020, on a 90% de ces étudiants qui sont devenus journalistes, qui ont eu une école de journalisme. Et parmi eux, il y en a effectivement 155 maintenant qui sont encore en exercice, parce qu'il y en a une vingtaine qui ont quitté la profession, parfois après 2 ans ou 3 ans d'exercice seulement. Voilà. Et pour les beaux succès, on a beaucoup de gens qui sont passés par l'alternance. Et ça, c'est depuis 2014, plus de la moitié des bénéficiaires. Et l'alternance est un bon chemin vers l'emploi. On a beaucoup d'étudiants qui sont, via l'alternance et via les apprentissages dans les écoles, entrés dans un média et sont restés dans ces médias, notamment le service public, France Télévisions et Radio France. Voilà pour les chiffres positifs. On reviendra plus tard sur d'autres aspects. Merci beaucoup Rachel. Pascal Collisson, à l'instant, Rachel parlait de l'alternance. L'IPJ, c'est quasi un acteur historique sur cette question. C'était une des premières écoles à s'être investie là-dessus. Donc vous pilotez cette question au sein donc, de l'IPJ. Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous êtes à l'image de ce qui a été dit dans la précédente table ronde? J'assume, hein, c'est un combat. C'est un combat parce qu'effectivement, je l'évoquais encore tout à fait récemment, je pense que alors j'ai la chance d'être dans une école qui a effectivement porté ça, l'IPJ, devenue IPJ Dauphine en 2011, mais a lancé l'alternance en 2005 avec 3 partenaires historiques sur le constat, effectivement, qu'on a déjà fait 500 000 fois, qu'il y avait un petit souci dans les médias, donc avec des partenaires historiques qui sont, c'est pas vraiment étonnant, plutôt le service public, donc France Télé, Radio France et l'AFP. Et je vais être très très franche avec vous, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les alternants d'IPJ parce qu'à l'époque, c'était un peu comme la convention ZEP, c'était une filière à côté du concours, parce qu'on estimait que les jeunes qu'on voulait aller chercher ne passaient pas par le concours. Et ça, on peut en débattre à l'infini, hein, parce que du coup, leur sentiment d'illégitimité est encore plus fort. Hein. Il y a encore une fois les travaux je pense, à M. Tasset, je ne suis pas un subbiron, enfin, pour ceux que ça intéresse, qui ont travaillé sur ces questions-là. Et effectivement, M. Tasset a fait une immersion à l'école, a eu beaucoup de verbatim sur ce sentiment d'illégitimité par rapport à ceux qui déjà avaient passé le concours, c'est une chose. Et puis, pour des médias qui cherchaient la diversité, et c'est pareil, ce mot, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, qui est éminemment questionnant, pour ne pas dire problématique, et où on avait quand même des verbatims, où, en particulier à la télé, on voulait de la diversité qui se voit. Voilà, donc c'était sur critères sociaux également, hein, mais en même temps, il y avait des espèces de biais, on ne parlait pas du tout du handicap à cette époque-là. Il y avait quand même des gros biais qui ne se disaient pas comme tel, parce que, voilà. Et donc, oui, cette école a démarré cette action bien avant que j'arrive. Je suis arrivée il y a 10 ans. Et ensuite, alors je ne vais pas revenir sur tout l'historique, mais il n'y a plus de filiales parallèles. On a plutôt travaillé pour le concours avec la difficulté que c'est, parce que ça reste un concours, et c'est pareil, la société des concours, etc. On sait tous les problèmes que ça pose, pour essayer de faire des épreuves qui soient moins discriminantes. On les a vraiment scrutées avec les yeux. Est-ce que quand on pose des questions sur le sport, on parle que de sport masculin? Est-ce que quand on parle de culture, on ouvre effectivement des champs, etc. Donc on a préféré, pour que tout le monde ait aussi ce sentiment de légitimité et d'appartenance, en sachant que du coup, on a sans doute peut-être aussi contribué à exclure certaines personnes. Ça, c'est un vaste sujet. On fait beaucoup le reproche aux écoles de ne pas faire ce boulot-là. Je pense que vraiment, elles essaient de le faire tout à leur niveau, mais il ne faut pas oublier que c'est pas du tout pour me dédouaner. Je suis prête à prendre toutes les responsabilités qu'il faut, et on peut tout à fait en parler, parce qu'il y a beaucoup encore à faire. Mais on est au bout du bout d'un système qui, et toutes les études le montrent, hein, malheureusement, l'école française est celle qui creuse le plus les inégalités. Donc voilà, d'un phénomène qui commence très très tôt. Donc bien sûr que les écoles ont à prendre cela en compte, mais c'est pas évident de faire le rattrapage de tout ça, et ce n'est pas évident aussi
d'être les dépositaires. En fait, les médias, en gros, font leur politique diversité un peu sur le dos des écoles, c'est-à-dire que, bon, on en parlera peut-être, c'est-à-dire qu'effectivement l'alternance c'est génial, mais quand on n'exige que des personnes boursières pour rentrer dans les médias, c'est aussi compliqué. Donc on est dans une position un petit peu complexe. Et oui, la fatigue, parce qu'en fait, et j'arrête, je passe la parole, mais parce que en fait, on porte ça quand on est convaincu, en se faisant parfois taxer de militantisme. C'est en plus, c'est certes dans ma mission, mais les personnes qui m'ont précédé étaient en charge pédagogique, ce que je suis, et cette mission, c'est moi qui ai demandé, je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, je n'ai pas un demi-temps en plus, donc ça doit rentrer dans les cases, c'est toujours du plus, et il faut tout le temps se battre. En interne, j'ai eu l'adhésion, heureusement, mais il faut lutter contre des dénis. J'ai engagé l'école dans le label diversité, c'est pas pour avoir un beau macaron, c'est qu'en fait, c'est obligé à un process qui faisait que j'envoyais des questionnaires à tout le monde, les étudiants, les étudiantes, sur tous les risques de discrimination, les biais à tous les etc. Un questionnaire que j'envoie tous les ans et qui permet de dire, mais vous pensez que parce qu'on est journaliste, on est tous humanistes et qu'on est naturellement immunisés contre le sexisme et le racisme, mais voilà ce que dit le questionnaire. Donc, certes, c'est pas horrible tous les jours, mais il y a quand même des sujets et ça me permet d'agir. Donc, il faut quand même faire ce travail de conscientisation tout le temps. Et en plus, dans des écoles, on a beaucoup d'intervenants et d'intervenantes. On a 120 intervenants et intervenantes extérieurs, on n'est que 4 responsables pédagogiques, beaucoup de journalistes, donc on peut aussi en reparler, qui arrivent avec leurs biais, avec leurs stéréotypes. Certains donnent 2 heures de cours, d'autres 300. Et ça change beaucoup. Il y a beaucoup de turnover, tout simplement parce que certains sont envoyés en poste ailleurs, etc. Et à chaque fois, rediscuter à la fois du contenu pédagogique sur les stéréotypes, du comportement à avoir avec les étudiants et les étudiantes, c'est sans fin. Et les médias, on en parlera aussi dans notre relation aux médias. Bien et sûr. La façon dont on essaie aussi de porter ces questions pour aussi d'abord protéger les étudiants et les étudiantes, ça commence par là, aussi de les faire accepter pour ce qu'ils et elles sont, mais déjà aussi les protéger au regard de tout ce qu'on entend en ce moment. Voilà. Merci Pascal. Marc Epstein, même question. Est-ce qu'il y a un sentiment de fatigue? Est-ce que malgré tout, les résultats des étudiants que vous accompagnez au niveau des concours et après évidemment une entrée dans le marché du travail, ce sont des petits plus que vous apprenez, donc du coup ça vous encourage et ça met un peu de fluide énergétique, ou est-ce que vous avez le sentiment parfois qu'il faut toujours recommencer sans cesse et que c'est un peu le côté clérical de la profession, on vient avec une idée, une hypothèse et que c'est pas compliqué quoi? Les deux, mais en général. C'est vrai que ce qui est frappant, c'est que souvent, les gens qui ne connaissent pas la chance perçoivent la chance comme quelque chose qui pourrait ressembler à une œuvre caritative. Donc on est obligé de leur expliquer que les anciens de la chance, nous ne sommes pas une école de journalisme, mais les anciens de la chance sont très nombreux à décrocher des prix, des bourses. Nous ne sommes pas une école de journalisme, mais si nous étions une école de journalisme, nous serions, nous aussi, sans doute, sur une sorte de podium dans les classements. Donc, ces jeunes qui, lorsqu'ils frappent à la porte de la chance, sont très éloignés des médias, deviennent, au fil du temps, souvent d'excellents journalistes. Ce qui, évidemment, doit nous interroger. Après, est-ce qu'il y a une fatigue? Oui, il y a une sorte de fatigue parce que je pense que notre existence est un symptôme. Au fond, la chance aura fini son travail quand elle n'aura plus de raison d'exister. Nous sommes là parce que nous répondons à une situation qui est anormale. Oui, mais on a dit ça aussi des Restos du Cœur, on a dit ça du RMI, on a dit ça de beaucoup de choses. Bien sûr, qui eux aussi doivent avoir des moments de fatigue. Ouais. Non, la nouveauté pour nous, 15 ans après la naissance de la chance, alors je vais peut-être le répéter compte tenu de ce que vous disiez au début, une fois pour toutes, enfin je vais espérer que c'est une fois pour toutes, mais nous sommes 100% indépendants du CFJ, nous n'avons jamais reçu 1 euro, 1 centime de la part du CFJ, mais nous avons été créés, oui, par des anciens étudiants du CFJ, et à un moment, quand il a fallu introduire un peu d'argent dans cette association, ne serait-ce que pour payer les profs d'anglais,
cet argent, il a fallu le trouver, et les créateurs de l'association se sont tournés vers l'association des anciens étudiants du CFJ, afin qu'ils envoient des courriers à des anciens comme ma pomme, en demandant que nous envoyions des chèques afin de pouvoir payer les... Voilà, c'est toute l'étendue de nos liens avec cette école qui, par ailleurs, en effet, dès la première année, a mis à notre disposition des salles de classe vides le samedi après-midi, afin que cette prépa voie le jour. Mais aujourd'hui, les cours d'anglais, par exemple, à Paris ont lieu dans les locaux de l'IPJ, les cours à Toulouse ont lieu dans les locaux de l'EJT, les cours à Marseille ont lieu hors pandémie dans les locaux de France 3, ainsi qu'à Rennes, etc., etc. Nous sommes une association 100% indépendante. Nous sommes devenus, au fil des ans, et nous sommes les premiers surpris, le plus gros dispositif égalité des chances dans le secteur, et vous avez 8 à 10% des promos des fameuses écoles reconnues par la profession qui sont constituées d'anciens et d'anciennes de la chance. Donc du coup, par percolation, j'ai envie de dire un peu comme le café, hein, en passant par ces écoles reconnues, nos anciens, nos anciennes passent par ces écoles, entrent sur le marché du travail, et nous l'espérons, au bout d'un moment, on en parlait au premier débat, auront aussi des postes à responsabilité, deviendront à leur tour chefs de service, rédacteurs en chef, et c'est sûr que c'est une question essentielle, parce que nous sommes, il me semble, aujourd'hui, dans une période de transition. C'est-à-dire que les médias ont compris, quand la chance a été créée il y a une quinzaine d'années, moi je croisais encore à l'époque des confrères et des consoeurs qui s'étonnaient que la chance doive exister. Après tout, le concours est un principe républicain, etc. Alors je devais leur expliquer qu'en effet la ligne d'arrivée de ces concours est la même pour tout le monde, mais la ligne de départ n'est pas la même. Et que par conséquent, on avait mis en place cette prépa. Aujourd'hui, honnêtement, je crois que tout le monde comprend l'utilité des dispositifs égalité des chances. Tout le monde raisonne, pense davantage ces questions de diversité avec un S, mais on a une approche très mécaniste de la chose. On en parlait tout à l'heure avec des jeunes journalistes en situation de handicap, par exemple. Donc on coche les cases. Mais cocher les cases, ça ne règle pas le problème au moment du choix des sujets, au moment des choix d'angle, au moment des choix de traitement. Ça ne règle pas le sujet quand trop de micro-trottoirs réalisés par France Télévisions, pour ne pas la nommer, sont réalisés à Paris, dans le 15e arrondissement, à Neuilly-sur-Seine et à Levallois-Perret, parce que des chefs s'aperçoivent à 11h du matin qu'il va falloir étoffer un peu le 13h, et on envoie un jeune journaliste, qui peut d'ailleurs être un ancien de la chance, hein, faire un sujet, par exemple, au marché de Passy, parce que c'est plus simple. Il est évident qu'au bout d'un moment, tout ça est d'une violence extraordinaire pour les publics. Donc on en est là, dans ces périodes de transition, et nous espérons à la chance participer à la réflexion sur ces questions. Oui, justement, parce que c'est là où j'aurais envie, évidemment, de vous entendre, hein, tous les cinq, parce que, en fait, pour répondre au débat de ce matin sur, justement, une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite donner la parole à David Eloi, donc, pour parler aussi de l'EMI CFD. Donc, finalement, vous aussi, vous visez un public un peu déjà différent. La formation n'est pas du tout... on n'est pas du tout dans le même processus pédagogique. Est-ce que vous, sur ces questions, évidemment, vous avez une position, mais est-ce que, au fond, vous avez vu des choses avancer? Est-ce qu'elles avancent lentement? Voilà, comment vous vous situez par rapport aujourd'hui à un débat où finalement les écoles reconnues par la profession se sont aussi investies depuis une quinzaine d'années? Quelle est la situation aujourd'hui du public que vous aviez déjà finalement à l'origine, initialement? Donc oui, donc l'EMI, c'est l'école des métiers de l'information. La petite spécificité par rapport à mes autres consoeurs, c'est que nous, on n'est pas une école de formation initiale, on est une école de formation continue.
Et on existe maintenant, donc on ne touche pas exactement les mêmes publics, et on existe depuis 40 ans. Bon, désolé, je torpille les autres anniversaires. Hein. On le fait cette année, hein, ça sera cet automne. Et on est aussi issu d'anciens du CFJ, en rupture de banc dans les années 70, qui sont sortis du CFJ et qui se sont dit ça va pas, faut qu'on crée une autre école. Et à l'origine, cette école, elle a eu comme idée, on était au tout début des années 80. J'en parle parce que c'est une autre façon de voir la diversité. On est au début des années 80 et l'idée c'était de dire il y a un foisonnement de presse qui existe, c'est de la presse associative, c'est de la presse syndicale, c'est les radios libres, et il y a besoin, avec ces gens qui ne sortent pas nécessairement d'école de journalisme, de professionnaliser leurs médias. Ça a été notre premier angle d'accroche. Et très rapidement, une fois qu'on a eu à travailler avec... Alors moi, j'étais pas là, j'ai un certain âge, mais j'étais pas là à cette époque-là. Une fois qu'on a commencé à travailler avec eux sur la professionnalisation des médias, les gens dans ces médias se sont dit, mais nous, on a besoin d'être professionnalisés, on veut devenir journaliste. Et à partir de 85, on est rentré dans la reconversion. Donc nous, notre cœur de métier au niveau de l'école des métiers de l'information, c'est la reconversion. C'est-à-dire des gens qui ont commencé à travailler dans des filières très très différentes et qui à un moment se disent mais en fait le journalisme ça me tente et j'aimerais bien embrasser cette carrière maintenant. Et donc nous notre vocation c'est d'accompagner ces personnes de tous âges, de tous profils, de toutes origines pour qu'elles puissent rentrer dans les professions. Et c'est vrai qu'à l'origine les fondateurs leur petite idée c'était ça serait bien qu'on fasse évoluer la sociologie de nos métiers. Déjà à l'époque, au début des années 80, qu'on considérait comme un peu trop... Alors, à l'époque, on n'aurait pas dit blanc. Au début des années 80, ce n'était pas le sujet. Mais au moins, en tout cas, un peu trop CSP+. Donc on a cette histoire-là derrière nous qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des étudiants conformes, ça va être des gens qui viennent d'horizons très très différents. Donc la question de la diversité, pour nous, elle se pose depuis toujours, sans forcément être instaurée, réfléchie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on y réfléchisse aujourd'hui et qu'on améliore nos pratiques. Ça, c'est encore un autre débat. Et on s'y colle. Et c'est au tournant des années 2010, un peu au moment où se crée la chance ou la prépa égalité des chances, que nous-mêmes, avec une association, l'association La Télé Libre, on décide de lancer un projet qui s'appelle Reporters Citoyens, qui est donc on était au lendemain des révoltes urbaines de 2005. On se dit, il faut que nous-mêmes on s'empare de cette question-là. Ok, on fait de quelque part de la diversité sans le savoir depuis l'origine, mais là il y a une diversité spécifique auquel on s'adresse peu, pas ou mal, et on crée cette formation qui n'est pas tellement une formation diplômante, on ne forme pas des journalistes en tant que tels, mais on propose à des jeunes des quartiers populaires de pouvoir découvrir le journalisme par la pratique, de comprendre comment fonctionnent les médias pour continuer à avoir un regard critique, mais peut-être un petit peu plus aiguisé que ce qu'ils avaient à l'époque, et éventuellement, si derrière ça leur donne envie de devenir journaliste, tant mieux. Et Nfanté est passée, en plus elle coche toutes les cases, elle est passée par, avant d'arriver à l'ESJ, elle est passée par Reporters Citoyens. Et nous, ça nous a amené à ouvrir un peu en tout cas à aiguiser notre regard sur cette population-là, issue des quartiers. Et on a maintenant régulièrement dans nos promos, donc on a des promos d'une quinzaine de personnes par an, soit en photojournalisme, en journalisme multimédia ou en secrétariat de rédaction. On a régulièrement des gens qui viennent des quartiers. Et j'ai envie de dire, ça ouvrira un autre champ de questionnement derrière. C'est pas facile. Alors, c'est pas que les quartiers. La diversité n'est pas facile à gérer dans un groupe. Je pense que c'est facile facile. Je ne minimise pas le travail que ça demande, mais quand on a un groupe homogène, on peut avancer beaucoup plus vite. Quand dans un groupe en reconversion, on multiplie les angles de diversité, c'est clair que ça demande du travail particulier aux formateurs, et c'est un accompagnement à faire. Et c'est quelque chose auquel nous on est confrontés parce que par ailleurs, la formation professionnelle n'est pas un champ sur lequel on a énormément de moyens. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup avec peu. Mais on s'y colle. Est-ce qu'on est fatigué ? Bon, comme tout le monde, hein, la période n'est pas très reluisante. Hein, donc, mais pour le coup, on sait que le combat pour justement ouvrir nos métiers à la diversité est important. Je voudrais juste dire sur diversité, parce qu'il y a une chose qui... En fait, moi, j'ai pas trop de problème avec ce terme, mais je comprends qu'il pose problème. J'ai pas de problème dès lors qu'on l'entend comme les biologistes et les naturalistes, à savoir que la biodiversité est la condition de la survie de l'espèce. Et dans ce contexte-là, je pense que la diversité dans la rédaction est la condition de la survie de l'espèce. C'est pour ça que le terme ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est quand on a la diversité qui est perçue comme un problème on va dire des minorités. Mais en fait, ce n'est pas les minorités qui ont un problème de diversité. C'est la majorité qui a un problème avec la diversité. Enfin,
Les personnes racisées, les personnes LGBTQI, les personnes avec un handicap, elles vivent avec les autres déjà. Enfin, elles ne se posent pas la question. C'est des autres qui ont du mal à laisser de la place. Donc, il faudrait que quand même que chez les alliés, je reprends le terme de Geoffrey, on s'interroge, mais ça, on verra ça dans le débat, hein, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait, nous, alliés, pour soutenir le combat qui sera mené de toute façon par ces personnes. C'est exactement ce qu'on va aborder après de Maxime Lefébure. Merci beaucoup Maxime Lefébure d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de mission, comme c'est écrit dans le slide RH à Mediapart. Vous êtes le plus jeune de ce panel. Mediapart, c'est aussi le média le plus jeune. Mais enfin, bon voilà, le talent n'attend pas forcément le nombre des années. Quelques mots aussi. Donc j'imagine que bon voilà, il y a une cinquantaine de salariés, je crois. Non, pas du tout. Alors déjà, pas du tout. 130, on est 130 et en fait ce qui est intéressant c'est que dans le titre aujourd'hui de notre débat, diversité dans les rédactions, moi j'aimerais plutôt dire diversité dans les médias en fait, puisqu'on ne parle pas que de la rédaction, on parle aussi des services qui sont parfois invisibles de la rédaction, le service pour l'appeler, hein, le service opérationnel, donc mes métiers, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion, le service marketing. Bref, tous les services qu'on ne voit pas en fait. Donc, et pour éviter en fait ce que j'ai entendu dans la première table ronde, c'est-à-dire de favoriser l'État dans un État, c'est-à-dire que la rédaction soit totalement étrangère en fait aux politiques RH. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là, et c'est pour ça aussi que j'ai été embauché, faut le dire, puisqu'avant chez Mediapart il n'y avait pas de service des ressources humaines. Alors évidemment il y avait des gens qui faisaient des ressources humaines, mais on n'était pas totalement structuré. Donc ma mission, ça a été de structurer déjà le recrutement, donc qui est une porte d'entrée en fait pour la diversité, puisqu'avant le recrutement se faisait soit alors pour le service opérationnel par des cabinets de recrutement, pour la plupart, et pour la rédaction, en fait, il se faisait tout simplement par le réseau. On parlait tout à l'heure de la publicité des offres. Ça fait pas longtemps chez Mediapart, on en a publié dernièrement, mais ça doit faire 2-3 ans qu'on publie les offres et qu'on s'astreint à les publier à chaque fois. Qu'on a un débat entre nous, en tout cas sur les questions de la diversité. Et le débat, il ne date pas depuis mon arrivée. En fait, il y a une prise de conscience aussi de toute la rédaction sur ces questions-là, et notamment sur la création d'une commission des diversités. En fait, pour l'histoire aussi, on l'appelait pas commission des diversités, on l'appelait commission diversité. On a rajouté des dans notre cheminement, puisqu'en fait, il y avait beaucoup de débats en interne dans cette commission sur mais qui on représente au final dans cette commission, etc. Donc c'est un organe qui est évidemment différent du CSE, même si il est représenté par tous les pôles. En tout cas, c'est une volonté que dans cet organe soient représentés tous les pôles de la rédaction, des services opérationnels, et dans lequel en fait on travaille régulièrement sur les questions de recrutement, sur le traitement aussi de la diversité dans notre ligne éditoriale. Il n'y a pas très longtemps, il y a des journalistes qui travaillent dans cette commission des diversités qui nous a fait un petit travail en interne pour savoir comment aujourd'hui on représentait au mieux la société dans nos colonnes. De la même manière où on l'a fait avec des chercheurs et des chercheuses pour l'égalité femmes-hommes, comment on représente aujourd'hui les femmes dans nos colonnes. En fait, aujourd'hui on se pose la question chez Mediapart, en tout cas de comment on représente mieux la société. Mais qui fait ça, pardon Maxime, qui fait ça en interne? C'est-à-dire un journaliste qui travaille sur ces questions? Oui, c'est une personne journaliste qui travaille sur ces questions-là. Prend un moment, du temps, prend du temps personnel. Oui. C'est une responsabilité collective de toute façon. En fait, chacun et chacune, on y contribue. Il y a aussi un autre journaliste qui a travaillé avec moi et une autre personne sur l'établissement d'un guide de la pige, par exemple. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que comment on recrute aussi aujourd'hui dans une rédaction, c'est pas qu'en publiant des offres, c'est aussi en s'adressant aux pigistes avec qui on travaille quand même, avec qui on travaille beaucoup, et comment on les invite, puisqu'on a souvent oublié que le recrutement c'est une proposition et une invitation. On pense toujours le recrutement comme un rapport de dominant-dominé, alors qu'en fait c'est pas du tout l'image qu'on doit normalement se faire du recrutement si on veut effectivement en tout cas accéder aux questions de diversité. Donc voilà. Et j'entendais aussi dans la première table, dans le premier moment ce matin, je pense que c'est Émilie qui disait mais en 5 ans j'ai pas vu un DRH, et ça c'est hyper intéressant de le souligner, c'est que parlant avec d'autres personnes des ressources humaines de d'autres rédactions, et elles sont souvent exclues en fait des processus de recrutement parce que voilà, on se dit non mais t'inquiète pas,
on a quelqu'un en tête, on te le fera rencontrer. Et en fait, au final, les ressources humaines passent en dernier lieu et n'ont même pas Sur eu... les aspects juridiques, en réalité. Exactement. Alors, je pense, en tout cas, et j'espère que les journalistes ont en tête les 25 critères de discrimination liés à l'embauche, mais pas sûr, en fait. Donc, pas sûr. Donc, mais moi, je ne saurais peut-être pas vous les réciter par cœur, mais en tout cas, on parle tous les aspects juridiques sur le recrutement, notamment sur les fiches de poste. Nous, on y passe beaucoup de temps à les écrire, les fiches de poste, savoir comment en fait on va s'ouvrir en fait aux gens. On met souvent une petite phrase, elle est assez bête, hein, en disant vous pensez que vous n'avez pas tous les critères, même si vous pensez que vous n'avez pas tous les critères, postulez quand même. Puisqu'il y a beaucoup d'autocensure. On a beaucoup parlé d'autocensure chez les femmes qui ne postulent pas parce qu'elles... Souvent, en fait, chez les femmes, mais c'est vérifié, hein, c'est même vérifié dans la boîte de recrutement que je gère. Sur une annonce, on voit très bien qu'il suffit quand on durcit l'offre, on va dire, beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes issues de la diversité ne vont pas y postuler parce que vont s'autocensurer. Donc si dans l'annonce en fait on n'est pas un minimum inclusif, et je ne parle pas de l'écriture inclusive, je parle vraiment de la manière dont on va l'écrire. Quand on dit par exemple vous avez une très bonne culture générale, non, on n'a pas besoin de mettre très bonne culture générale, vous avez une culture générale, point. Vous êtes très sérieux, enfin tous ces trucs qui font qu'en fait les gens vont se dire bah en fait non, au final je vais pas postuler, c'est pas fait pour moi, etc. Et ce qui est aussi intéressant dans le processus de recrutement, c'est que j'accompagne systématiquement le service opérationnel et la rédaction dans les processus. On est plusieurs aussi à faire les recrutements, puisque forcément, si vous mettez qu'une personne, elle va partir avec son histoire personnelle, avec ses biais inconscients, ses biais de projection, etc. Et puis dire qu'après, le recrutement sera objectif, je pense pas. Donc c'est pour ça qu'on est souvent chez Mediapart à faire le processus de recrutement, que j'avoue, les processus de recrutement sont assez longs chez nous, mais c'est nécessaire en même temps. Enfin, si on veut effectivement se réunir autour d'une table et traiter 400 candidatures en essayant d'être en accord avec la loi, en accord avec les questions de diversité, ça ne peut pas se faire par une personne en tout cas, et pas que par moi. Oui. Maxime, à l'instant, vous parliez de ma boîte, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes employé par la structure Mediapart ou vous êtes un prestataire? Ah non, 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 je suis salarié chez Mediapart. J'ai pas très bien compris. Oui, voilà. Donc ça veut dire en fait que toute cette stratégie de recrutement, c'est quelque chose qui est dans le projet de l'entreprise et c'est basé sur quel modèle? Est-ce que ce que fait Mediapart sur ces questions-là, c'est un modèle qui a été importé de quelque part? Et donc à ce moment-là, vous essayez de l'appliquer avec toutes les contingences et les difficultés d'un copier-coller, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a un travail en interne et qui donne ce résultat et cette stratégie? C'est plutôt quelque chose qui est fait en interne et qui donne ce résultat et cette stratégie. D'où la création de la commission, encore une fois, des diversités, qui agit, et je dois le dire, et qui nous donne beaucoup de fil à retordre, on va dire. Moi, quand on fait les commissions des diversités, souvent avec ma collègue des ressources humaines, puisque maintenant on est 2 aux ressources humaines, on a une responsable des ressources humaines, un chargé de mission RH et une personne qui s'occupe de l'administration du personnel et des questions de paye et de données sociales. Et avec la responsable RH, quand on ressort de ces commissions, on est pas qu'on est épuisé, mais c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Mais en même temps, si cette commission n'était pas là, je dirais pas qu'on ferait n'importe quoi, mais on se poserait pas souvent ces questions. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ces questions-là, depuis que je suis arrivé au journal, en tout cas, enfin déjà bien avant dans mon autre expérience, mais surtout depuis que je suis arrivé au journal, moi j'ai l'impression que c'est tous les jours en fait que je me pose ces questions-là. C'en est même usant au bout d'un moment de me demander, mais est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas assez, etc. Mais on fait. C'est déjà le principal, on fait. Contrairement à d'autres rédactions, et je dois le dire, hein, qui n'ont, c'est pas qu'elles font pas assez, c'est qu'elles ne sont pas mêlées en fait au processus de recrutement. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes personnes issues des ressources humaines que je rencontre, souvent elles sont balayées. Enfin, elles n'ont pas leur mot à dire, on ne publie pas les offres, on ne veut pas recruter des alternantes, ou alors des alternantes, ou si on les recrute, mais on les suit pas. Enfin, bref, il n'y a pas de suivi en tout cas au niveau des ressources humaines, je pense, dans les autres rédactions, ou pas assez de suivi. Et c'est pour ça, et j'y viens, que ça fait à peu près 1 an que j'essaye de travailler avec Baptiste, qui est ici présent, qui est chargé de communication à la Chance, sur le développement, enfin le potentiel développement d'un pôle, on va dire, enfin pas d'un pôle, mais d'un groupe de parole RH des rédactions, pour qu'on puisse en fait s'emparer des questions de recrutement.
puisque sinon ça va continuer. En fait, c'est un métier le recrutement, je tiens vraiment à le dire, mais c'est véridique. Et après, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux journalistes, aux chefs de pôle des rédactions de ne pas faire de diversité? Est-ce que c'est des personnes qui sont formées au final ces questions de recrutement? Je ne pense pas en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en mêler et aussi de déconstruire, c'est surtout ça qui est hyper important, mais de déconstruire tout le processus de recrutement. Souvent, j'entends dire des étudiants et des étudiantes que j'accompagne à la chance de dire en fait moi j'ai pas les codes. Moi non plus je les avais pas, mais en fait et ce qui est grave c'est que moi quand je relis leur lettre de motivation ou leur CV, etc., mais je les relis par rapport au code parce que la société elle n'a pas encore changé au final de la manière dont on fait une lettre de motivation, dont on se présente, dont on se défend, la manière dont on se défend aussi dans un entretien. Geoffroy lève la main. Geoffrey, pardon. On va te donner un micro que tu approches le plus possible de ta bouche, s'il te plaît. En plus, celui-là, il est sans fil. Maxime, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, Maxime. Est-ce que vous en recevez, vous, des candidatures de personnes issues de la diversité? Parce que une des remarques que nous font souvent les médias, c'est « Oui, mais en fait, nous, on aimerait bien accueillir des gens issus de la diversité, mais ils ne sont pas formés, on ne l'en voit pas. » Est-ce que vous en recevez? Et comment vous réagissez quand vous recevez des candidatures de cette sorte-là? Et je complète, c'était aussi une des réponses qu'on nous proposait lorsque, à la fin des années 90, lorsqu'on parlait avec les responsables des rédactions, on nous disait mais en fait c'est la faute des écoles en réalité, parce que les écoles ne nous en envoient pas des étudiants. Qu'est-ce qu'on a avancé? Pour te répondre, oui, on en reçoit. Et en fait, on en reçoit de plus en plus parce que, comme je le disais, dans la rédaction des offres, on modifie la manière d'écrire les choses. On invite les personnes et souvent elles le disent dans les. J'ai des exemples, des exemples que j'ai même gardés pour qu'on puisse travailler après nous sur les offres. Des personnes qui nous écrivent en disant mais en fait, je n'aurais jamais postulé si vous n'avez pas dit cette phrase, je n'aurais jamais postulé si vous n'avez pas précisé qu'en fait, par exemple, on avait des locaux qui étaient accessibles aux personnes handicapées, je n'aurais pas postulé parce que si, parce que cela. En fait, je pense que c'est aussi dans la manière d'inviter les gens et aussi de où on le publie. Ça, c'est aussi important parce que c'est pas le tout de faire une offre d'emploi et de l'envoyer à son copain ou sa copine. Il faut aussi la publier et savoir où on la publie. Moi, ma meilleure arme, c'est les journalistes et c'est le réseau Twitter pour le coup. Je ne vais pas publier sur le site de l'APEC. On publie évidemment sur LinkedIn pour le service opérationnel, puisqu'il y a des métiers où les gens sont là. On essaie de cibler, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas que... Il ne faut pas que cibler, mais il faut aussi réinventer. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envoyer les offres d'emploi dans des associations de quartier, etc. En fait, parce que typiquement, moi, je viens de Dunkerque pour la petite histoire, et je ne connaissais pas en fait tous les réseaux LinkedIn. J'ai eu connaissance quand j'ai commencé mon premier emploi. On m'a dit mais toi, LinkedIn, c'est bien, ça va te faire un réseau. Moi, je connais pas ça. Je connaissais pas avant. Pareil pour l'APEC, qui est pour information le réseau des cadres. Je connaissais pas du tout. Donc, je pense que c'est aussi à nous, les personnes issues des ressources humaines, à aller chercher les gens. Et sur la deuxième remarque sur la formation, sur la compétence, moi, je pense que c'est un. Alors, je dis pas que c'est un mauvais débat, mais en fait, on a souvent cette remarque-là quand on recrute des personnes de la diversité en disant, mais en fait, oui, mais il ou elle n'aura pas la compétence. Alors, j'ai jamais entendu ça au journal pour information, mais plutôt dans mon ancienne expérience. Mais c'est totalement faux, en fait. C'est juste qu'on se fait une idée, on se construit une idée de la compétence parce que de la manière dont on l'image, quoi, des codes, encore une fois, et on parle que de ça, hein, de toute façon, et des stéréotypes. Donc voilà, je pense que c'est en tout cas un vrai travail entre les rédactions et les ressources humaines. Pour moi, ça ne peut pas se faire. On doit travailler mutuellement ensemble. Et je dis pas qu'au journal de Mediapart, on l'a fait depuis le début. Et en même temps, je dirais en même temps que c'est normal. On n'est pas non plus très très ancien. On a été créé en 2008. On n'était pas structuré. Hein. Le journal, dans un premier temps, il s'est fait dans un garage, si je puis dire. Donc du coup, il a fallu structurer tout ça, développer les ressources humaines. Et surtout s'allier parfois de partenaires qui travaillent aussi, des cabinets de recrutement qui sont spécialisés aussi sur ces questions-là de diversité.
Merci beaucoup, Maxime Lefébure. Alors, je voudrais revenir, évidemment. Oui. Ah, Nadia, mais juste peut-être, avant de vous donner la parole, Nadia, on va déjà vous donner le micro. Vous l'avez, non? Oui. On est enregistré, donc on a quelques obligations. Donc, on va faire comme ça. Vous posez votre question, Nadia, et puis ensuite, je voudrais faire réagir les responsables de ces dispositifs sur le débat de ce matin, et notamment sur un peu ce côté pessimiste, finalement, de ces étudiants, anciens étudiants, qui sont aujourd'hui la nouvelle génération qui représente ces dispositifs sur place. Bon, moi, je ne suis pas la nouvelle génération. Non, je sais bien. C'est pour ça que je te laisse la parole tout de suite. Ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste, issue de la diversité, hein, comme on peut le voir sur mon visage. Handicapée maintenant, donc en plus ce serait le combo parfait, femme issue de la diversité handicapée, donc je pense que je suis recrutable à fond dans une rédaction. Faudrait que je pense à envoyer mes CV, mais je voulais parler d'autre chose, et à la fois du fait que c'est un milieu quand même très endogame, on ne va pas se mentir, hein, on le sait très bien que c'est un milieu, mais comme dans le milieu politique ou dans d'autres milieux, hein, donc cette critique de l'endogamie, on peut la faire pour plein de réseaux professionnels, mais la question que moi je voulais dont je voulais qu'on aborde, c'était aussi l'assignation des journalistes de la diversité à des sujets. Parce que ça, on ne l'a pas abordé, ce spectre-là aussi, de dire que... On l'a fait ce matin, Nadia. Je suis désolé, tu n'étais pas là. Oui, mais c'était avec les journalistes, pas avec les acteurs. Mais comment... Vous avez abordé, j'imagine, comment les journalistes le ressentaient, mais aujourd'hui, comment les acteurs aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de recruter des journalistes issus de la diversité pour parler de sujets de la diversité? Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être du coup, tu es un peu le seul représentant ici d'un média. C'est la difficulté, donc, mais tout ça sera enlevé de ton temps de parole, hein, puisque ça fait déjà un moment que tu parles. On t'écoute si tu veux bien, Maxime Lefébure. Non, on n'assigne pas, en tout cas, je parle pour le journal Mediapart, on n'assigne pas des personnes, des personnes issues de la diversité pour traiter des sujets issus de la diversité. En tout cas, au journal Mediapart, je ne pense pas. Après, ce qui est compliqué aussi dans les sujets qu'on traite au quotidien, c'est d'être cohérent aussi avec la société. Et on le voit quand on parlait il y a quelques années des statistiques du CSA en disant oui, les gens regardent moins la télé parce qu'ils se sentent moins concernés, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire au journal, c'est d'avoir déjà une parité dans tous les pôles. C'est-à-dire qu'au pôle enquête chez Mediapart, on a une parité, alors que, pour vous dire clairement les choses, c'est pas de base un sujet qui est attrait... qui est connoté féminin, si je puis me permettre. Par exemple, on l'a vu au pôle écologie, et dans l'exercice, je ne sais pas si je peux bien répondre à ta question, mais quand on a publié une offre l'an dernier pour le pôle écologie, et en fait on s'est interrogé pendant le processus de recrutement, en fait, on s'est dit mais c'est dingue, parce que ce sujet, c'est un sujet de personnes blanches riches. En fait, au final, on a eu très peu de candidatures, ce qu'on pourrait appeler les candidatures issues de la diversité, alors qu'on avait fait une offre qui était assez explicite sur le fait qu'on était un journal assez ouvert, en tout cas, et qui ressemblait à la société. Et c'est parce qu'en fait, il y a encore des sujets aussi qui sont prisés d'une certaine manière par certaines cultures, certains types de populations. Et ça, c'est malheureusement... heureusement, c'est à nous aussi à faire ce travail-là d'amener de plus en plus de personnes issues de la diversité sur des sujets qui ou elles n'ont pas l'habitude de travailler, mais c'est encore compliqué. Je ne sais pas si je réponds bien en tout cas à ta question. Mais on va rester justement sur cette lignée, justement, Rachel Berthoud. Et en même temps, je pose cette question de votre sentiment par rapport à ce que vous avez entendu ce matin de la part des anciens de ces dispositifs sur leurs difficultés, parfois le compartimentage, l'enfermement ou parfois les inhibitions. Quel est, votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous dites finalement, nous, on a fait une partie du travail, mais au final, il y a encore un gros chantier en interne, et comment pourrait-on faire justement pour faire évoluer ces rédactions-là? Je voudrais rebondir sur une chose qu'a dite Geoffrey ce matin en parlant de sujets de niche sur le handicap, et sur ce que vient de dire Nadia sur des journalistes qui pourraient être cantonnés à des sujets. Moi, je voudrais, sur l'éditorial
éditorial parlait de cas justement inverses, c'est-à-dire on a cet affichage dans les médias, la diversité, c'est pas uniquement une question de photos d'équipe, c'est aussi un regard, voilà, un parcours et donc un autre regard sur des sujets, sur la société. Justement, on apporte quelque chose de plus. Et en fait, cet apport, eh bien, il est parfois brimé. Moi, j'ai eu des témoignages récents d'étudiants, donc ex-bénéficiaires de la prépa égalité des chances, qui ont travaillé pour des grandes rédactions nationales et qui, dans les conférences de rédaction, se faisaient retoquer leurs sujets régulièrement, leurs propositions, parce qu'ils proposaient justement des sujets et des traitements un peu différents. Pas forcément des sujets qui leur tenaient à cœur. Anne Fanti en a parlé aussi d'ailleurs ce matin, mais juste une façon de traiter les choses différemment. Et on n'a pas accepté ces sujets, et de manière récurrente. Et ces étudiants-là, enfin ces journalistes-là, jeunes journalistes, sont maintenant un peu en retrait. D'ailleurs, ils sont partis de ces rédactions parce qu'ils avaient l'impression, entre guillemets, d'être censurés. Et c'est un peu pénible à vivre pour Pascal Collisson, comment on l'explique ça? C'est de la méconnaissance, c'est du racisme déguisé, c'est de la bêtise, c'est quoi? C'est des pressions? Comment on l'explique? Ouais, j'aimerais rebondir sur un certain nombre de choses à la fois qui sont dites faut répondre tout de suite. Mais c'est exactement ça, et aussi par rapport à ce matin. Et aussi ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire à l'école, effectivement, tu parlais de fatigue, je crois que j'ai raconté 150 000 fois qu'on faisait des cours sur les stéréotypes, qu'on avait travaillé sur le concours, qu'on formait nos jurys. On leur donne les 25 critères pour leur expliquer qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser à l'oral et on les recadre en live. Voilà, on fait tout ça, on a fait plein de choses à l'école. Voilà, je suis fatiguée de le raconter parce que c'est bon. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors donc, effectivement, à titre personnel, moi, je mène un travail qui devrait s'achever sur une soutenance de thèse cet automne, en me disant, commençons par faire du journalisme, faisons parler les principaux et les principales concernés. Et donc, j'ai 45 entretiens de jeunes journalistes qui ont entre 2 et 7 ans de pratique professionnelle. Et alors ce qui m'intéressait, c'est issu des écoles reconnues, non pas parce que j'estime que c'est la seule façon de rentrer dans les métiers, mais par rapport à cette question de légitimité. J'ai fait le taf, j'ai lutté contre cette autocensure, j'ai fait des prépas ou pas, je suis arrivée à des écoles par un concours, donc je ne devrais pas me sentir illégitime. Ça me semblait intéressant. Et l'idée, avec une approche que j'assume absolument, même si ce mot fait beaucoup hurler en ce moment, c'est une approche intersectionnelle. Et donc l'idée, c'est d'aller voir des personnes qui, a priori, ne se sentent pas totalement à l'aise dans les rédactions. Donc j'ai choisi un peu l'inverse de ce que les chercheurs comme Lafarge et Marchetti ont présenté comme un peu l'écosystème des écoles de journalisme, des jeunes hommes blancs et plutôt de milieu aisé. Même si j'en ai interrogé certains, parce que je voulais savoir s'ils se sentaient concernés par quelque chose dont ils n'étaient pas vraiment, concernés. Et c'est très intéressant aussi de voir le regard de ces jeunes. Parce que les étudiants dans les grandes écoles reconnues par la profession souffrent aussi pendant les 2 ans de promotion, voilà. Aussi d'un certain nombre et de pour savoir comment on hein. pouvait faire aussi, je les ai interrogés à ce qui se passait dans les écoles, parce que c'est le premier, même s'ils ont fait des stages, mais ils sont déjà en contact avec des futurs collègues, ils sont formés par des journalistes, et il y a beaucoup de choses à dire, d'ailleurs. C'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a fait réfléchir. Et aussi la façon dont on les accueille, la façon dont on compte, tout ce qui a été dit là, parce que la question de l'accueil, du management, on peut en parler dans les médias, on peut aussi en parler, et aussi les équipes pédagogiques de l'école. Et ce qui est hyper intéressant, enfin ce qui est très bousculant, hein, c'est aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire ce que ces personnes-là, moi-même compris, on projette sur la diversité, cette dimension, c'est super, on est tellement généreux, humaniste et tout ça. Et donc le retour que j'ai eu est extraordinaire. Et si je rebondis par rapport à ce que vous disiez, le fameux discours d'intronisation, moi j'ai le verbatim d'un jeune homme qui, dans une grande télé publique que je ne nommerai pas, donc passe effectivement l'entretien pour faire de l'alternance avec la personne en charge de la diversité qui va l'héroïser. C'est-à-dire, vous qui avez réussi à arriver jusqu'à nous, il avait l'impression d'avoir traversé le désert de Gobi en rampant, et c'est magnifique, etc. Alors que voilà, vous êtes quelqu'un de tellement méritant avec tout ce que vous avez vécu. Et en fait, il disait, oui, d'accord, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est pas mon histoire, et c'est surtout pas ça que je veux raconter de moi. Et en même temps, en disant, c'est ça que vous voulez, ok, on y va à fond. Donc, ne se racontant pas lui-même, mais collant
effectivement, à l'espèce de fantasme de... Voilà. Donc ça revient très souvent. Et juste, je prends encore 2-3 minutes parce que ça me paraît important. Donc, il y a toutes ces questions-là qui ont été abordées. La question de la personne dans l'organisation. Donc, je suis femme, je suis racisée, je suis homosexuelle, je suis musulmane, voilà. Je suis dans la rédaction. Comment ça se passe? Est-ce que je peux être moi-même? Donc ça, c'est... Alors évidemment, les histoires de sexisme, de harcèlement sexuel, on entend beaucoup parler, donc je ne vous ferai pas le topo de l'actualité actuellement, mais c'est quand même un continuum, c'est très, 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 très frappant. La question, effectivement, de la petite phrase... du fait que, par exemple, ce jeune homme musulman, après les attentats, qui était aux réseaux sociaux d'un média, donc en fait, il y a toujours le doute de est-ce que c'est parce que je suis musulman ou est-ce que c'est pour autre chose? Il y a quand même toujours cette idée que je me trompe peut-être, je ne voudrais pas dire que c'est du racisme, etc. Mais à qui quelqu'un va demander si il sait comment contacter les fans, c'est dit comme ça, des terroristes. Parce que, alors ils disent, est-ce que c'est parce que je m'occupe des réseaux sociaux ou est-ce que c'est parce que je suis musulman? Enfin, des choses comme ça qui sont extrêmement récurrentes. Donc la personne dans l'organisation, une autre personne, donc qui a un prénom, un nom arabe, parce que le père d'origine algérienne, la mère bretonne avec son ascendance française depuis des générations chrétiennes, lui athée, homosexuel, mais en fait vu dans les rédactions comme musulman et arabe, vu son nom, et pas du tout comme homosexuel, alors qu'il est athée homosexuel et qu'il ne se voit pas ni comme musulman, ni même comme d'origine maghrébine, puisque voilà. Ça, j'en ai à l'appel. Après, il y a la question des pratiques professionnelles, donc la fameuse assignation. Alors ça, c'est très, très net. Cette jeune femme d'origine maghrébine qui va dire 150 fois je viens d'un milieu rural et qu'on envoie 150 fois traiter les questions des quartiers en disant je vais bien traiter des questions des quartiers, doit pouvoir traiter de tous les sujets, mais je te le redis, je ne suis pas spécialiste de ça. Le rédacteur chef, oui, tant pis, tu y vas quand même, et à chaque fois. Donc les questions d'assignation qui sont extrêmement fortes. La vision des stéréotypes dans les médias, ce jeune homme également musulman qui dit qu'il a voulu faire du journalisme parce qu'en fait, il voulait raconter d'autres histoires. Ça, c'est beaucoup ce qui revient. Et puis que les personnes qui connaissent puissent se reconnaître dans des récits. Et qui me dit, moi, quand j'étais jeune et que je voyais le traitement de l'islam à la télé, je me disais, mais je ne serais pas musulman, j'aurais vraiment très, très, très peur des musulmans. Et pour moi, il y avait deux islams dans la vie, l'islam de la télé et l'islam que je vis au quotidien, moi-même. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la question, effectivement, de la proposition. Donc, dès qu'on est sur des sujets dont on considère qu'ils manquent au récit médiatique, on est tout de suite taxé de militant. Et en fait, le fait de se sortir de ça, de dire, mais en fait, c'est pas du militantisme. Donc, c'est cette jeune femme qui est en région, qui va dire, parce que c'est des habitus aussi en région, quand il y a un fait divers, il y a deux sources, la préf, la police. Ça s'est passé dans les quartiers. Et elle dit, ce serait peut-être intéressant, ça s'appelle du journalisme, l'équilibre, le contradictoire, tout ce que vous voulez, d'aller aussi voir interroger des personnes de ce quartier-là. Et on lui a dit, non, mais toi, tu es militante. Elle dit, mais en fait, c'est juste que c'est peut-être un peu problématique d'avoir que comme source la police et la préf. Et donc, en fait, des jeunes qui sont très, très empreintes de déontologie, mais dès qu'on est sur ces sujets-là, les sujets liés au sexisme, à l'antiracisme, au champ de l'orientation de genre et sexuelle, on les renvoie systématiquement au militantisme. Cette jeune femme... On les dévitalise, en fait. On les dévitalise. Exactement. Alors que cette jeune femme veut parler des violences obstétricales, on lui dit à la militante de service, c'est non. Quelques mois avant que ça fasse d'ailleurs l'objet de plein d'enquêtes. Mais elle dit, mais en fait, c'est pas que je suis militante. J'ai vu les chiffres de l'épisiotomie en France. Je suis tombée de ma chaise en disant, mais il y a un vrai sujet d'utilité publique, mais elle n'a pas pu le traiter. Ça a été traité après. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas, Colis? Alors, Pascal, ce qui se passe, c'est les stratégies. Et ça a été dit aussi ce matin. Donc, il y a 3 stratégies qui se dessinent. Celles et ceux qui se disent je reste quand même dans les médias mainstream parce que c'est là où le combat doit se mener, parce que c'est là où il y a le pouvoir, mais je muse, je m'épuise, c'est de la négo permanente, et certains qui finissent par lâcher, clairement, qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus. D'autres qui vont aller vers des médias plus confidentiels, voire vus, parce que pas forcément communautaires, mais vus comme communautaires, et qui disent ok, on est plus tranquille, bien qu'on a vu aussi des enquêtes sur Louis Média, que c'est pas forcément les médias les plus humanistes qui sont... Parce que la question du management, elle est partout, par contre. Alors ça, c'est un vrai sujet, de l'accueil, de l'accompagnement, et voilà. Donc, et qui se disent ok, je me sens plus à l'aise, et en même temps, j'ai l'impression de parler à des convaincus, c'est pas là que ça se joue.
Et en fait, la voix de celles et ceux qui s'en sortent vraiment, c'est terrible à dire, c'est en fait, je ne dépends pas d'un média, je pars des récits que je veux porter, et après, je vais chercher, pour ce récit-là, je pense que c'est peut-être ce média ou peut-être l'autre, et des personnes qui sont plutôt bien, qui cumulent ça souvent avec de l'éducation média d'ailleurs, la résidence en région, etc., et qui, pour le coup, disent, j'ai l'impression d'être à ma place et de pouvoir quand même porter ces sujets-là, mais je ne peux pas être assujettie dans un média. Donc la question effectivement des médias mainstream et comment on les fait bouger de l'intérieur. Et c'est pareil, quand on est tout seul, ça ne marche pas, c'est le coup des 30%. Il y a plein d'études qui montrent que quand vous êtes moins de 30% d'une communauté, ça a été vu pour les femmes dans les conseils d'administration, c'est très compliqué de peser, de faire poids. Voilà. C'est vraiment chouette. J'aimerais que tu reviennes l'année prochaine, si tu le veux bien, parce que puisque tu vas j'aurais écrit mes 450 et on va y consacrer plus de temps du coup. Dedans, mais voilà, vraiment, c'est très intéressant. Je suis très intéressé par la dimension au sein de ma rédaction mainstream. On ne me laisse pas déployer mon énergie, et donc je vais essayer de faire quelque chose à côté. Je suis traité finalement de communautariste, et donc ça c'est une violence. L'histoire du militantisme en ce moment, parce que je l'entends dans toutes les rédacs où je vais pour mes alternants et mes alternantes, elles sont toutes militantes. En fait, moi, alors j'assume ça personnellement, mais cette phrase de Clémence Alézard, reprise par Alice Coffin, qui dit que la neutralité qui n'existe pas en journalisme, c'est la subjectivité du discours dominant, je suis quand même assez d'accord. Donc, se réfugier derrière la soi-disant neutralité du journalisme pour en fait monter un procès en illégitimité sur certains sujets qui ont mis des années à sortir parce que ça n'intéressait quand même pas les rédactions en chef pour des raisons qui sont que consciemment ou inconsciemment, on s'intéresse quand même aux sujets qui nous concernent. Dans le processus ou dans ou l'histoire même de ces gens qui aujourd'hui occupent ces postes. Exactement, en fait, exactement. Et le fait, et là je rebondis, c'est qu'effectivement il faut être, c'est dur et j'entends qu'on n'a pas envie de s'y coller, mais qu'en fait je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'intégrer les diversités et c'est bon, on a fait le job, c'est les carrières. C'est comment tout le monde, on a beaucoup parlé pour les femmes, mais arrive aussi à des postes de responsabilité où on peut peser sur l'éditorial. Bien sûr, vraiment. Le plafond de verre, les obstacles. Marc Epstein. Ce sont des questions qui sont très douloureuses, je trouve, pour les intéressés. C'est-à-dire que c'est d'autant plus douloureux que nous, journalistes, nous avons le sentiment que nous exerçons une profession qui, par définition, s'intéresse à l'autre avec un grand A, à l'altérité, que l'ouverture, ça nous connaît, c'est même ce qui nous motive et ce qui nous a motivés dans nos choix professionnels. Je crois que c'est d'autant plus douloureux, donc ces difficultés, on les rencontre dans cette profession, mais c'est d'autant plus douloureux aussi que nous vivons dans un pays particulier. Nous, Français, nous sommes héritiers d'un idéal révolutionnaire formidable au demeurant, qui nous dit depuis la petite enfance que nous sommes égaux, que les citoyens naissent égaux, et que nous sommes, et la laïcité a renforcé ça, nous sommes ostensiblement, volontairement aveugles aux différences couleur de peau, différences sociales. Voilà, nous sommes tous, dans la République française, nous sommes tous égaux. Il est évident que ce discours, qui est formidable bien sûr en soi, rend d'autant plus douloureux les questions, rend difficile le fait de penser ces sujets. C'est pour ça que le terme même de diversité est si piégeux en français. Et c'est, encore une fois, douloureux parce qu'il y a un tel décalage. Alors, peut-être un message d'espoir, c'est que moi, je viens d'un pays, je suis né dans un pays qui s'appelle le Royaume-Uni. Et quand j'étais petit et que j'écoutais la radio, que je regardais la télévision, les journalistes s'exprimaient avec ce qu'on appelait Queen's English, qui est d'ailleurs mon anglais à moi un peu débile, mais bon, c'est l'anglais qui se vit ou se vivait en tout cas comme étant extrêmement pur. Aujourd'hui, moi j'ai une antenne sur le toit qui me permet de regarder les chaînes anglaises telles qu'elles sont diffusées dans le pays. Et je constate qu'un des journalistes correspondants de la BBC à Washington est aveugle. Je constate que le spécialiste des questions de défense
est en situation de handicap et est en fauteuil roulant. J'entends des accents régionaux que je n'entends pas. Parce que ça vient de très très loin, ces histoires. C'est-à-dire, nous parlons là de diversité, mais nous vivons dans notre belle République française, dans un pays qui a accueilli l'arrivée d'un Premier ministre qui avait l'accent du Sud-Ouest de manière incroyable. Et qui l'a accueilli d'ailleurs? Les journalistes. C'est dans les médias qu'on a lu ça. Nous vivons dans un pays où le service public de l'audiovisuel nous propose depuis plus d'une vingtaine d'années une série à 20h20 qui s'appelle Plus belle la vie, dont l'action se situe à Marseille et dont pratiquement aucun des comédiens n'a l'accent du Sud. C'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire cette diversité, franchement, basique, n'est pas incarnée là. Et d'autant plus dans une fiction, parce que dans une fiction, à la limite, tu peux l'inventer. À la limite, tu peux dire, sûr. elle n'existe pas dans la réalité. Ok, d'accord. Ok. Mais tu peux trouver des comédiens. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est dans la fiction que la diversité est beaucoup plus importante et économiquement beaucoup plus fructive. Et donc, mon message d'espoir, c'est que quand je regarde ces fameuses chaînes anglaises qui étaient terriblement, qui avaient un recrutement terriblement homogène dans les années 60, dans les années 70. Alors ça a commencé de manière assez maladroite, c'est-à-dire qu'on a vu arriver à l'antenne à la fin des années 60, au début des années 70, des journalistes qui manifestement étaient, soit eux, soit leurs parents, d'origine africaine ou des Caraïbes. Et puis au bout de quelques années, en fait, on s'est aperçu que ces journalistes racisés étaient tous enfants de ministres ou enfants de diplomates ou enfants de... Bon. Donc ça a commencé de manière assez maladroite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde les chaînes anglaises, ce n'est plus un sujet. Et c'est évidemment ce vers quoi, ce pourquoi, je dirais, nous nous battons tous. C'est-à-dire que ce ne soit plus un sujet. Et que dans ce pays qui, encore une fois, est très heureux de chanter la diversité de ses paysages, la diversité de ses fromages, la diversité mais qui a une vraie difficulté à penser la diversité de sa population, que cette diversité soit enfin mieux incarnée, alors dans l'audiovisuel bien sûr, mais aussi dans la presse écrite et dans les pratiques. Voilà. Après la diversité des fromages, la diversité des visages. David Éloi. Alors, moi, je ne veux pas qu'on passe à côté d'une question. Tu interviendras, mais je veux quand même poser cette question pour revenir à ces responsables aujourd'hui de rédaction qui sont des gens qui ont fait les mêmes écoles que nous, qui ont grandi dans ce même pays, qui ont écouté certainement les mêmes morceaux de chansons dans les années 80 et 90 et qui aujourd'hui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, où est le problème? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas une autre génération qui serait sensible à ces questions et qui pourrait peut-être faciliter finalement l'intégration et l'évolution de cette jeune génération que vous avez formée? Ok, je vais essayer de répondre. Non, c'est lié à ce que je voulais dire. Effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure la précédente intervenante. Il y a une question d'endogamie. Enfin, les rédactions sont assez homogènes. Les gens sont dans une forme d'entre-soi. Donc, ils cultivent cet entre-soi parce qu'on est toujours plus à l'aise dans l'entre-soi que dans la différence. Enfin, pense-t-on, ce qui est une erreur. Mais c'est souvent ça qui se passe. Donc, faut forcer l'entrisme. Mais c'est les nouvelles générations qui arrivent, en fait, finalement, c'est assez récent. Je pense que ça va demander un petit peu de temps. Ce que tu disais tout à l'heure est juste. Il y a eu des avancées. Mais en même temps, elles sont aussi importantes que faibles. Elles sont importantes parce qu'elles font marqueur, mais on comprend que pour les personnes concernées, mon Dieu, mais oui, bon, d'accord, on a fait 1 kilomètre, mais il y en a 500. Enfin, à un moment, est-ce que je verrai le bout de la route? Et je suis d'accord avec toi, on ne voit pas forcément le bout de la route à l'échelle de sa vie. Mais néanmoins, il faut que les personnes concernées se battent. La question qui se pose derrière, c'est que font les alliés? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas immédiatement concernés, quel que soit, j'ai envie de dire, leur critères de diversité, c'est-à-dire des personnes non racisées, des personnes valides, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'elles font? Et parce que je pense qu'il y a un combat à mener par les personnes concernées et il y a un combat à mener entre guillemets non concernées directement, et y compris auprès de leur propre communauté. Parce que sinon, on laisse les gens faire le taf à notre place. Moi, vous me voyez, je suis un mec, la quarantaine, blanc.
J'ai pour moi d'être homosexuel, donc au moins je me fais une case. Mais sinon, je n'ai pas de case. Je coche toutes les bonnes cases. Donc en fait, j'y arrive dans la société. Moi, j'ai pas de souci. Alors que je viens d'une famille plutôt modeste. Mais en fait, j'ai suffisamment d'autres bonnes cases pour avancer. Donc moi, j'ai pas de souci. Et donc je peux regarder ce débat en disant, allez les gars, allez les filles, vous allez y arriver. Hein, je suis avec vous et puis c'est sympa. Mais sauf qu'au final, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'individu à la place où je suis et avec les gens qui sont comme moi en fait. C'est un des enjeux importants. On a eu une discussion à l'école des métiers de l'information il n'y a pas longtemps avec un groupe de presse qui nous a interpellés en disant bon, la diversité c'est important, mais putain c'est la merde, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on essaye. C'était la DRH du groupe qui dit bon, là on est passé par le biais de l'apprentissage. Et on voit bien que les politiques gouvernementales disent allez, on y va à fond sur l'apprentissage. Donc ils disent on a pris des apprentis et en fait la greffe ne prend pas dans les rédactions. Elle ne prend pas la greffe parce qu'on nous dit, ce que disait Maxime tout à l'heure, ils n'ont pas les codes, ils n'y arrivent pas. Enfin, on voit bien, ils ne se font pas à l'esprit de la maison, ça ne passe pas. Et dans la discussion avec la DRH, on se disait, mais en fait, le souci, bien sûr, on peut reformer un petit peu les jeunes pour leur donner les bons cadres, les bons machins. S'il faut ripolliner, on va ripolliner, c'est pas grave, un peu de cosmétique ne fait jamais de mal. Mais en fait, le travail à mener, il est à mener avec les responsables des rédactions. Donc en fait, l'idée, peut-être que c'est une piste pour nous, centre de formation, c'est de construire aussi des parcours qui intègrent les gens qui vont accueillir ces personnes, c'est d'essayer de les monter. Je dis pas que ça n'a jamais été essayé et que c'est facile, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais peut-être que par l'expérimentation, dans certains cas, essayer de faire en sorte, et peut-être en commençant par les plus volontaristes, parce que c'est de la déconstruction personnelle. Sinon, on a des individus qui ne sont pas prêts, et on pourrait le faire par la loi, vous allez avoir autant de personnes. On les met, et en fait, à l'intérieur, il y a un clash des cultures qui est réel. Donc, il y a un travail à faire avec les individus des rédactions pour déconstruire certaines choses. Il y a un service public, David, avec des cahiers des charges, qui Bien coûte sûr de l'argent à tous les citoyens, y compris les gens qui sont dans les quartiers, et ainsi de suite. Donc, pour finir ma phrase, on juste pas de levier. Si nous, avec cette direction, on arrivait à travailler quelque chose, on serait très content de se dire on peut aller un peu plus loin que simplement lâcher dans la nature des candidats. Enfin, on ne fait pas ça, évidemment, mais un travail un peu plus soutenu, peut-être réfléchi collectivement, et les états généraux, je ne sais pas s'ils vont aborder ça, j'ai bien noté la date, mais voilà, essayer de travailler, nous, avec nos homologues, pour essayer de faire un peu bouger les lignes. Après, je ne me fais aucune illusion, c'est des changements culturels, c'est une bataille culturelle. Moi-même, je ne sais pas si j'en verrai le bout, mais je pense qu'il faut la mener. Alors, pardon, très vite, parce qu'en fait, oui, très bien. Évidemment. Tu vas prendre la parole tout de suite après les interventions, comme ça tu réponds à ça et puis éventuellement on va peut-être commenter ce qui va être dit ou devoir répondre aux interrogations. On vous écoute. Je voulais juste réagir à des propos que vous avez tenus tout à l'heure, Marc Epstein. Vous avez dit au bout d'un moment, enfin je ne sais plus comment vous l'avez formulé exactement, mais il ne faut plus que la diversité soit un sujet, enfin il ne faut plus que ce soit un sujet, quoi. Je trouve que j'ai l'impression que vous vous faites peut-être un peu piéger par justement l'universalisme républicain français dont vous parliez tout à l'heure, où l'idéal serait du coup d'être aveugle à toutes nos différences. Je trouve que c'est pas du tout ça l'idéal, et si on pense comme ça, justement, on n'y arrivera jamais en fait. Je pense que l'idéal c'est justement de voir les différences, de pouvoir en parler, quoi, mais sans qu'elle nous infériorise, sans qu'elle soit un problème. Mais il ne faut pas se faire piéger par cette idée-là, parce qu'on voit bien en fait qu'elle ne marche pas. On voit bien que c'est une des choses qui fait qu'en fait on est complètement dans l'impasse aujourd'hui, quoi. On croit encore à ce truc-là. C'est exactement comme ça me fait penser à un spot du gouvernement qui passait à la télé récemment sur le handicap, où on voyait deux adolescents qui se rejoignaient dans un bar. Une personne était en situation de handicap en fauteuil roulant, l'autre arrive et il a une réaction d'étonnement et il dit oh punaise, elle a le même t-shirt que moi, on aime le même groupe. Ben non, l'idée c'est oui, j'ai vu qu'elle était en fauteuil roulant, mais pas de problème, quoi. On va apprendre à se connaître, à voir elle en parle ou elle en parle pas. Enfin voilà, je trouve on se trompe toujours là-dessus, et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Non, bien sûr. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pour ça que je parlais de la facilité que nous avons à penser la diversité des paysages et des fromages, mais que la diversité de la population, il y a manifestement une difficulté franco-française à la penser. Et c'est la raison pour laquelle ce terme même me paraît, à moi d'origine britannique, si piégeux, quoi. Donc je suis d'accord avec toi. Ce que je cherchais à dire, c'est qu'il faudrait que ce ne soit plus un problème, quoi. Pascal parlait de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que
C'est terrible tout de même. Moi, je vais des fois voir des patrons par exemple, les patrons de la presse quotidienne régionale. Bon, je ne veux aucun mal à la presse quotidienne régionale, mais le simple fait de s'occuper d'une association qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias, j'ai l'impression que j'arrive, que je suis né à Grigny, que je suis une sorte de porte-parole des quartiers les plus problématiques. Et quand je commence à expliquer à mes interlocuteurs que parmi les anciens étudiants de La Chance, il y a des enfants d'agriculteurs, il y a des jeunes dont la maman est caissière à l'hypermarché du coin, femme de ménage, enfin, les diversités. Il y a une difficulté française, encore une fois, à penser la notion. Et j'appelle de mes voeux ce moment, un jour, où en réalité, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ça ne sera plus un problème. Oui. Vous avez un micro, je sais pas oui, qui est... c'est bon. Ah, très bien. Du coup, je suis une ex-bénéficiaire de La Chance. Je suis maintenant à l'EPJT et il y a quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, et, enfin, qui pour moi, mais dans mon histoire personnelle, me paraît fondamental, c'est les difficultés économiques. Et en fait, avant même d'arriver dans ces rédactions, il faut passer ces difficultés-là. Et moi, je les ai eues et je les ai encore, de ne pas être à Paris, de ne pas avoir de personnes que je connais qui habitent à Paris. J'ai eu beaucoup d'opportunités de faire des stages, pourtant aucune opportunité d'en faire dans des grandes rédacs parisiennes, parce que financièrement, c'est impossible. Même l'alternance, c'est une super opportunité, mais c'est compliqué de garder un appartement, un endroit, avoir un autre, où il faut se débrouiller, il faut connaître des gens. Pour moi, c'est déjà beaucoup de stress et voire quasiment impossible. Et du coup, je me dis, oui, toutes ces difficultés-là se posent quand on est dans les rédactions, mais faut-il encore y arriver? Et c'est aussi au point où j'en suis dans ma formation, j'ai l'impression que je n'y arriverai peut-être pas. Mais je trouve que c'est quelque chose de très compliqué, même pour les stages en PQR cet été. Je m'arrange, je trouve quelqu'un chez qui je vais habiter, pour pas aller faire en fait mon stage où je l'ai déjà fait chez mes parents. Enfin, voilà, c'est plein d'opportunités en fait qu'on perd à cause de difficultés économiques, et je trouve que c'est super dommage. Et c'est pas qu'un problème pour les rédactions, hein, c'est un problème aussi, je pense, pour l'État et la manière dont on gère ce problème-là. Mais je voulais quand même rappeler qu'il y avait cette question-là aussi. On va y répondre, mais on va peut-être prendre... Tu veux tout de suite oui. Parce qu'il y a aussi le problème du modèle économique de ces dispositifs-là. C'est-à-dire que même les gens qui essaient d'aider les étudiants ont eux-mêmes des difficultés à maintenir ces structures en vie. C'est quand même la difficulté centrale. Et parce que nos dispositifs, ils sont là pour accompagner des étudiants, pour leur permettre gratuitement de se préparer, gratuitement de passer les concours, parfois gratuitement aussi pour notre école, pas de frais de scolarité, etc. De suivre une scolarité gratuitement. L'alternance le permet aussi, les apprentissages. Et au-delà de ça, il y a les stages, il y a la difficulté à se loger. Alors tout à l'heure avec Marc, on disait on est un peu une mafia. Entre guillemets, pour plaisanter, parce qu'on réseaute beaucoup entre nous, on fait du réseautage entre ex-bénéficiaires et bénéficiaires, et effectivement ça passe par ce réseau. Quelqu'un vit à Tours, est-ce que tu pourrais pas accueillir tel étudiant en alternance ou en stage chez toi, ou lui sous-louer un appartement. Il y a beaucoup ce type de choses qui se font de manière très informelle. L'informel est toujours au centre. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est vraiment la difficulté première qui a été évoquée par les anciens bénéficiaires. Alors, ceux qui sont encore dans le journalisme, parce qu'on a quand même une majorité sont pigistes ou en CDD ou en CDDU. On a quand même 30% de CDI, mais voilà, ils sont que 30%, ça laisse 70% quand même dans des conditions un peu précaires, qui évoquent effectivement cette difficulté par rapport à d'autres, qui est au départ, les parents ne peuvent pas être là pour aider à payer un loyer, s'installer à Paris, ça a un coût quand on vient de la province, et au-delà de ça, il y a les piges payées, alors pour les enquêtes parfois en retard, et un étudiant qui avait des propos assez virulents en disant c'est un luxe que les bourgeois peuvent se permettre, mais pas moi. C'est-à-dire d'avoir réalisé une enquête et d'être payé des mois après, je ne peux pas me le permettre. On a des ex-bénéficiaires qui ont dû avoir un boulot alimentaire à côté de leur travail et qui ont eu du retard d'intégration des rédactions ou du retard pour fidéliser des médias et trouver des piges, parce que justement à côté, désolé, moi je bosse à McDo, c'est quand même, et pendant des années, parfois pendant 6 ans, des gens qui au bout de 8 ans sont encore au SMIC.
Et bon, voilà, c'est central et c'est important de dire parce que bon, les études de Charon sont très claires. Sociologiquement, il a fait la part des choses. Il a évoqué effectivement les gens d'origine modeste. Et effectivement, ces personnes-là sont encore plus touchées, ces journalistes-là sont encore plus touchés par la précarité du métier. Et vu que le métier se paupérise, ça touche forcément cette couche de la population. Oui, du coup, je voulais rebondir un peu sur les deux sujets qui ont été abordés. Tout d'abord aussi sur le mot province. Moi, je viens de région et j'aime bien aussi quand on le redit. Parce que je sais que c'est un peu un tic de langage que moi, j'essaye à chaque fois de redire. Du coup, oui, c'était pour rebondir du coup sur le fait qu'il y a des grosses difficultés économiques et ça, on en est conscient, même dans nos entourages qui ne connaissent pas le journalisme et qui hallucinent un peu quand on leur dit qu'on va faire des stages de 2 mois non rémunérés à 27 ans. Voilà, donc c'est des problématiques auxquelles on est confronté et on doit se battre pour leur expliquer que si on veut ne jamais décrocher, ça va demander des sacrifices, des boulots alimentaires à la chaîne. Voilà. Donc ça, c'est aussi des sujets. On doit faire de l'éducation un peu permanente auprès de nos entourages. Voilà. Et après, aussi, petite remarque par rapport à ce que Marc disait. Moi, je regarde beaucoup les médias anglo-saxons et c'est ce qui m'a un peu inspirée sur la question de la diversité et des diversités. Et je sais que la France a un petit problème avec les quotas, mais c'est une vraie question en fait qui se pose parce que sans les quotas, on voit que ça marche pas. Et j'aimerais bien qu'on n'en arrive pas à imposer des quotas et que ça vienne des rédactions elles-mêmes. Voilà, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai retard en termes de recrutement. Que ce soit dans certaines entreprises de presse où il n'y a pas les RH qui sont connectés, qui ont l'air un peu déconnectés aussi pour avoir fait certains entretiens de l'actualité en général et qui posent des questions qui sont vraiment des questions trop vastes et qui ne questionnent pas la motivation en fait là. Donc ça c'est un peu le sens inverse de votre intervention, mais je pense qu'il y a un vrai problème et c'est vrai que je ne sais pas trop comment les entreprises qui gèrent leurs salariés et les pigistes pourraient intégrer davantage ça dans leurs entreprises en fait. Donc c'est une vraie question. Alors on va justement profiter de cette question qui sera la dernière. Il y a une petite... Voilà, toujours priorité, comme on dit, au direct. Donc, on y va. Pardon. Et puis après, je vous demanderai, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, justement, de profiter de ce temps de parole pour à la fois répondre aux questionnements et évidemment dire 2-3 mots pour conclure. S'il vous plaît. Oui, merci. Excusez-moi, je vais essayer d'être très rapide, du coup. Oui, je vous remercie. Je suis désolée, je n'ai pas pu écouter la première partie de cet atelier. Donc, peut-être que ce n'est pas pertinent. Je me demandais, je rebondissais à ce que disaient David, Marc et bien sûr Pascal, Maxime et Rachel, pour savoir, Cléa Chakraverty, je travaille dans un média qui s'appelle The Conversation France. On est un petit média, on n'a pas un gros service RH par exemple, et on tente à notre niveau d'élargir le plus possible les processus de recrutement quand il y a des recrutements, ce qui n'arrive pas très souvent, parce qu'encore une fois, on est un petit média. La question que je voulais poser, c'était justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, vous l'avez abordé tout à l'heure David, des programmes de formation pour les responsables de rubriques, pour les rédacteurs en chef, pour les managers de façon un peu plus large, en s'inspirant notamment des modèles anglo-saxons. Et là où je voudrais reboucler, c'est que dans la carrière professionnelle que j'ai faite, j'ai passé pas mal de temps en Inde, où cette question se pose d'une autre façon, c'est-à-dire que ce sont des médias, et je parlerai des médias principalement anglo-saxons en Inde, qui ont certains d'entre eux, je pense à Scroll, The Wire par exemple, qui ont intégré une rédaction hindi pour pouvoir donner la parole à des journalistes très compétents mais qui ne s'expriment pas en langue anglaise, et par ailleurs qui se pose aussi la question de la diversité au sein même de la société indienne, hein. Donc par exemple donner beaucoup plus de place au traitement des minorités, des communautés, des Dalits, donc les communautés intouchables, les Basques, etc., y compris non seulement dans le traitement éditorial mais aussi dans le recrutement de journalistes qui sont issus de ces communautés-là. Je pense aussi aux Adivasi, donc les communautés autochtones, etc. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un tournant que l'Inde a pris depuis l'émergence de ces médias indépendants en ligne, on va dire depuis à peu près les années 2008-2010, particulièrement important vu le contexte actuel.
on n'y reviendra pas ici, et sur cet apport en fait que ça pourrait avoir pour nous, journalistes, en France en tout cas, avec la culture française. Voilà, bon, je rebondis aussi aux questions qui ont été faites tout à l'heure. Donc je me demandais si on pouvait, c'est juste une proposition en fait, voilà, imaginez, je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être avant même une formation avec des pistes, mais peut-être déjà de mettre des ressources en commun. Parce qu'en fait, quand on diffuse une offre, et vous le disiez tout à l'heure, on sait qu'il y a la chance, il y a d'autres endroits, mais on n'a pas toujours connaissance de tout ce qui existe. Et ne serait-ce que d'avoir une sorte je sais pas, de guidelines, de pistes qu'on pourrait se partager, s'envoyer entre petites rédactions aussi, pour se former en fait à ces problématiques et pas être à côté de la plaque. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Oui, Maxime. Pour répondre à une première partie de la question qui était posée sur les quotas, en fait, on aimerait bien faire des statistiques, sauf qu'aujourd'hui, c'est pour le moment interdit, mais le ministère du Travail a établi là une première feuille de route entre le mois de septembre et le mois de décembre sur une expérimentation sur un index diversité en fait. Sur la même monture que l'index égalité femmes-hommes, qui bon, voilà, ça c'est un autre débat qui est aussi critiquable, mais du coup ils ont expérimenté ça, mais avec beaucoup de défauts, je dois le dire. Du coup c'est un peu un message là pour l'État, c'est que ils voient le prisme, enfin ils voient la motivation de mettre en place un index sous le prisme de la performance économique. C'est dans le compte rendu en fait du communiqué de presse d'Elisabeth Borne, hein, où on parle de la performance économique des entreprises, que la diversité améliore en tout cas la productivité. Et je pense que non mais c'est la vérité. Et je pense qu'on se trompe en tout cas qu'on se trompe de sujet. Et pour du coup répondre à la question de la formation. On a engagé l'an dernier des formations avec un cabinet, je ne citerai pas, sur les questions des diversités. On a été déçus du contenu, mais on l'a fait en tout cas. Et c'est pareil, le contenu qui était délivré, c'était toujours sur le prisme de la productivité des équipes et de la performance économique. Donc en fait, au bout d'un moment, on peut pas. On veut bien effectivement former les équipes. Donc ça marche par une politique RH et avoir effectivement des personnes qui s'occupent du recrutement et qui accompagnent les managers. Mais en fait, en face, on n'a pas tout le même dispositif qui existe, comme l'index égalité femmes-hommes et tous les cabinets aujourd'hui qui existent aujourd'hui sur l'égalité, les violences sexistes sexuelles au travail, etc. On n'a pas du tout en fait de formation liée à la diversité. En fait, il faut parler aux acteurs. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, déjà en intégrant la chance, ensuite en ayant parlé à différentes personnes des ressources humaines des rédactions, et là ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je vais parler à des collectivités où ils ont des référents diversité, et donc ils sont spécialisés en fait sur ces questions-là, qui nous donnent des conseils sur comment on améliore encore une fois le processus de recrutement. Par exemple, c'est une chose toute bête, mais mettre un message à la fin de sa réponse automatique de recrutement sur le numéro alerte discrimination. Enfin bref. Mais on n'a pas en fait de cabinet à proprement parler qui s'occupe de ces questions-là de diversité. Et encore une fois, j'insiste, toujours amener sur le prisme de la performance économique, c'est vraiment vous à l'échec. Enfin, merci beaucoup. Oui. À un moment donné, Mark Epstein disait oui, comment on pense la diversité. En fait, le problème, je crois qu'il est là fondamentalement, c'est que en France, diversité, immigration est d'égale richesse pour que ce soit bien en fait. Et en fait, moi, ce que je me dis, mais en fait, elle doit rien rapporter en fait, elle est là en fait, elle doit être prise en compte. Non mais c'est ça en fait. Et je me dis, tant qu'on est encore dans ces schémas-là, que ce soit au niveau politique, quand tu parles de l'index, là, j'ai juste envie de voilà, et que quand on voit ce qui se passe dans les rédactions ou dans les groupes RH, en fait c'est ça, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas déconstruit cette image qu'on a de la diversité qui doit être bien, on doit la valoriser, en fait on s'en sortira pas en fait. Enfin, je sais pas, est-ce qu'elle doit rapporter en fait, en fait elle est là. Moi j'aurais des tas de choses à dire, mais franchement, parce que comme on n'a pas le temps, mais moi je peux te dire à quel moment ce mot est né en fait. Ce mot est né en 2003. Voilà, c'est un teaser que je te dis. Et en fait, ce mot est né pour bloquer le mouvement antiraciste. En fait, on parlait d'antiracisme avant. Et on a voulu, en fait, on a droitisé le combat. Et c'est plutôt l'Institut Montaigne, Claude Bébéar, avec Yazid Sabek, et ça date de 2003, où on a arrêté la question de la lutte contre les discriminations et la lutte contre le racisme en parlant de promotion de la diversité. En fait, on a inversé les choses.
comme avant on disait les balayeurs et aujourd'hui on dit les techniciens de surface. Voilà, donc, mais voilà, moi comme je ne suis pas un thésard, donc je ne vais pas me pencher sur cette question, mais je peux t'assurer que c'est entre 2000 et 2005, avec évidemment ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois, que le verbiage a pris une autre tournure et même les acteurs ont changé. C'est-à-dire que les acteurs avant 2000 étaient plutôt des militants contre le racisme. C'est les associations, le monde social. Sauf qu'à partir de 2003-2004, le monde de l'économie a switché l'affaire. Et donc ça, je pourrais peut-être le développer un jour si j'en ai le temps. Voilà, c'est à vous. Pour rebondir là-dessus, je suis complètement d'accord. Ça n'a pas lieu d'être. Et en plus, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on recherche, parce que moi j'ai cherché des études sur comment on mesure la performance en fonction de la diversité. Alors, scientifiquement, il n'y a rien. Donc, en plus, c'est une connerie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas établi de façon factuelle et scientifique. Et encore une fois, on a tous le droit d'avoir des failles, on a tous le droit de ne pas être super performants, on est des êtres humains. Donc, voilà, c'est tout. Enfin, voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Sur la question du management, je vais prendre 15 secondes par thème. Elle est essentielle. Les médias y viennent, mais très tardivement. Je crois que ça fait juste 3 ans, j'en ai discuté avec une des responsables à France Télévisions, qu'à France Télé, quand on est journaliste, vous savez, vous avez des bons journalistes, vous leur proposez d'être chef. Et là, vous perdez un bon journaliste, vous n'êtes pas sûr de gagner un bon chef. Et donc, ça fait que 3 ans que quand on prend effectivement des responsabilités chez France Télé, qu'on a une formation obligatoire. Mais les anciens chefs ne sont pas obligés de se former. Voilà. Et je sais que les médias y réfléchissent alors à des niveaux plus ou moins, voilà, mais c'est une vraie question parce que, encore une fois, c'est un métier. Et sur la question de la précarité, c'est revenu aussi beaucoup dans mes entretiens, l'histoire des stages. Et d'ailleurs, on y réfléchit dans le cadre des États généraux parce que c'est un sujet qui a été porté par nos étudiants de toutes nos écoles qui se sont réunis ensemble pour réfléchir aux vrais sujets qu'ils voudraient voir portés autant auprès des écoles qu'auprès des médias. Et la question pour les écoles, entre autres, d'accepter sous couvert de « mais ça te fera un pied dans telle rédaction, ça te fera le début de réseau », d'accepter les stages non rémunérés, c'est une vraie question. Parce qu'encore une fois, bah oui, on bosse parfois à côté pour arriver à financer ses études, voire plus. Et je rebondis sur ce qu'a dit Rachel, moi aussi je l'ai entendu. Je l'ai entendu aussi de jeunes qui avaient un peu les moyens, qui disent « moi je me permets d'être journaliste parce que j'ai les moyens, mes parents ont les moyens de me soutenir 2 ans après l'école ». Donc en fait, les médias qui disent vouloir faire de la diversité, entre guillemets, en particulier la diversité sociale, plus les salaires seront précaires et moins il y aura de diversité. Parce que juste, ça devient une danseuse d'être journaliste, ça devient un luxe. Donc ça, c'est très clair. Et dernière question, la question des alliés, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai aussi des entretiens avec des jeunes qui sont a priori ni femmes, ni victimes du sexisme, ni victimes du racisme, etc. Et vous le savez quand même, je pense, c'est une génération quand même qui porte ça de façon transversale et qui estime qu'il y a un continuum dans les discriminations. Donc c'est vraiment porté. Donc, mais j'ai des jeunes qui me disent, tant que je suis en CDD ou en pige, je la ferme. Mais par contre, et j'ai des exemples d'un jeune homme blanc et plutôt à l'aise dans une rédaction sportive qui me dit, je l'ai fermé alors que j'étais extrêmement gênée de paroles très très sexistes vis-à-vis des collègues, mais quand j'ai été en CDI, j'ai dit clairement, là, en fait, là, ce que tu dis, en fait, moi, ça me va pas du tout. Tu n'es pas drôle, tu mets notre collègue mal à l'aise, et il s'est exprimé. Et de la même façon, un jeune homme, se décrivant lui-même, parce qu'à chaque fois, je demande comment les personnes se reconnaissent, comment elles se définissent, à quelle, au pluriel, communauté elles se sentent appartenir. Donc, il se définit lui-même comme d'origine maghrébine et musulman, qui part avec un JRI d'une très grande télé en reportage, et un JRI, il y a une question quand même générationnelle, pas que, très clairement, mais qui se pose aussi, pas que. Et voilà, JRI qui baisse sa vitre et qui siffle une fille dans la rue. Et ce jeune homme lui rigole de surprise en disant, mais mec, même moi dans mon quartier on fait plus ça, quoi. Enfin, parce que c'est souvent quelque chose qui est reproché aussi à la communauté musulmane, la relation aux femmes. Donc il y a quand même ces jeunes qui vont intervenir dès qu'ils sont plus trop en danger, parce que ça c'est une vraie question. Un dernier mot peut-être. Oui, très rapidement.
Sur la question de la formation, je veux juste réagir là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important. On avait un bref échange en aparté avec Pascal en disant, mais bon, encore faut-il que les gens viennent se former. Parce que s'ils n'ont pas envie de venir, après il peut y avoir des injonctions de la direction, tout ça, mais c'est un vrai travail à mener parce que c'est pas quelque chose qui va se faire spontanément. Il ne faudrait pas non plus qu'à l'inverse, ça devienne la punition. Parce que là, on y gagne à aucun niveau. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus et à penser. Et c'est de la formation. Et moi, je mettrais, bon, souvent quand on fait de la formation, on y pense, mais je le redis, c'est aussi de l'accompagnement. C'est pas uniquement l'acte face-à-face pédagogique dans un cours où on explique, c'est aussi accompagner les équipes. On est parfois même presque au niveau du coaching. Hein. Donc, et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse penser et intégrer. Mais après, nos écoles, elles peuvent le penser de l'intégrer. Si on ne répond pas, si on ne trouve pas la façon de le faire. Mais je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Et je formule un vœu. Ça serait que l'année prochaine, aux assises, on a un débat avec des rédactions. Enfin, limite que les personnes issues de la diversité, pour garder le mot, soient dans la salle et qu'on a un débat ici. Il y aura aux états généraux. Ah, aux états généraux. Premier rendez-vous aux états généraux. Et je vous promets qu'on fera quelque chose l'année prochaine. Et il faut que ça débatte. Et le 4 octobre, ouvert à tout le monde à Paris, désolé. On a ouvert la page des pubs. On va conclure parce qu'il est déjà 12h30, s'il vous plaît. Oui. Mais voilà. Marc. Bon, je vais essayer de conclure le plus vite possible. Ça change. Je trouve que le pays a déjà évolué. Tout de même. Enfin, moi, je vois la différence en 15 ans depuis la création de la Chance. À notre niveau, à la Chance, le cœur de notre accompagnement reste bien sûr la prépa, mais on a développé, il ne sert à rien d'accompagner tous les ans près de 90 étudiants comme ça si ils ne deviennent pas journalistes. Donc nous développons, nous essayons de structurer mieux le réseau des anciens et nous développons l'aide à l'insertion professionnelle. Et cette aide à l'insertion professionnelle, si tout va bien, elle passera par des réseaux comme celui que Maxime tente de monter, de mettre en place, qui réuniront, je l'espère, à l'avenir des DRH dans différents médias. Ça, c'est pour l'aval. Donc, nous continuons à accompagner nos bénéficiaires en réalité plusieurs années durant, en tout cas s'ils le souhaitent. Et puis en amont, nous sommes de plus en plus actifs dans l'éducation aux médias. Et pour ce qui est de la prépa, en effet, on est dans 7 villes de France. Donc je trouve que lentement, ça change, mais trop lentement, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Pascal Collisson, Rachel Berthou, David Eloi, Marc Epstein, Maxime Lefébure et Nordine Nabili. C'est moi, Nordine Nabili. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier, dire que c'est un long combat, évidemment, on le continue. Il y a un prochain rendez-vous, puisque Pascal vous l'a dit tout à l'heure sur ces questions. Et d'une manière ou d'une autre, depuis 15 ans maintenant, de toute façon, cette question est traitée dans le cadre des assises et on l'aura de toute façon l'année prochaine. Je voudrais aussi, puisque je vous tiens encore, remercier sincèrement, en toute amitié, Hervé Renard, qui est un des initiateurs, évidemment, de la prépa égalité des chances ESJ Lille Bondy Blog et qui a pris sa retraite. Yves Renard, pardon, pas Hervé. Hervé, c'était l'entraîneur de foot de l'équipe nationale du Maroc. Donc notre ami Yves, pardon, qui a pris sa retraite. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation dans le cadre de ces 15e Assises internationales du journalisme. Voilà, bon appétit.